Lors d'un voyage sur la route, le millionnaire est resté figé en entendant le code radio de la routière. C'était le surnom d'enfance de sa fille qui avait disparu il y a 26 ans. La pluie tambourinait contre les hautes fenêtres de la bibliothèque, créant une mélodie monotone qui accompagnait depuis des années la solitude de Philippe Morel, assis dans son fauteuil en cuir usé. L'homme de 68 ans contemplait les dizaines de classeurs alignés sur les étagères en acajou. Chaque dossier portait un nom, une date, une espérance déçue. 26 années de recherche acharnée, de pistes suivies jusqu'au bout du monde, de faux espoirs qui s'étaient évanouis comme la brume matinale. Le téléphone sonna. Philippe ne décrocha pas. Il savait que ce serait encore un détective privé, un enquêteur, quelqu'un qui prétendrait avoir retrouvé sa trace. Combien de fois avait-il couru vers des fillettes aux cheveux blonds, le cœur battant, pour découvrir des visages inconnus? Combien de nuits blanches à éplucher des rapports de police, des témoignages, des photos floues prises par des caméras de surveillance? Élise, murmura-t-il, laissant s'échapper le prénom comme une prière. Le souvenir surgit, net comme une gifle. Ce matin du 15 octobre 1999, Élise avait 5 ans. Ses boucles dorées dansaient autour de son visage tandis qu'elle courait dans le jardin. Poursuivant un papillon orange et noir, sa petite marque de naissance en forme de papillon sur l'épaule droite semblait répondre au vrai lépidoptère qui voltigeait devant elle. « Papa, regarde, il me dit bonjour », avait-elle crié, ses yeux verts pétillants de joie. « C'est ton papillon personnel, ma chérie. Tu es ma petite papillon bleu », avait-il répondu en la soulevant dans ses bras. Papillon bleu, ce surnom tendre que seule sa femme Catherine et lui connaissaient, un secret partagé dans l'intimité de leur bonheur familial. Avant que tout bascule, l'école avait appelé vers 13h. Élise n'était jamais arrivée. Sa nounou, Madame Lefort, assurait l'avoir déposée devant la grille comme tous les matins. Entre le portail de l'école et sa classe, sa petite fille avait disparu. Volatilisée, Philippe ferma les yeux, mais les images continuèrent de défiler. Les sirènes, les gyrophares bleus qui découpaient la nuit en fragments glacés, l'appartement envahi par les policiers, Catherine effondrée sur le canapé, serrant contre elle le doudou d'Élise, les journalistes campés devant leur immeuble, leurs questions comme des coups de couteau. « Monsieur Morel, avez-vous des ennemis? Votre entreprise de télécommunications fait-elle l'objet de menaces ?» Il était alors au sommet de sa réussite, PDG de Morel Communication, un empire qu'il avait bâti pierre par pierre avec son associé Laurent Dufort, 50 salariés, des contrats internationaux, l'avenir souriant devant eux. Tout s'était écroulé en une journée. Catherine n'avait pas survécu au chagrin, 3 ans après la disparition d'Élise. Son cœur avait lâché. Le médecin avait parlé d'infarctus. Mais Philippe savait la vérité. Elle était morte de désespoir. Il s'était retrouvé seul avec sa culpabilité et sa rage, alimentant son obsession jusqu'à négliger l'entreprise, ses amis, sa propre santé. Laurent avait fini par racheter ses parts pour une bouchée de pain. « Tu ne peux plus continuer comme ça, Philippe. Laisse-moi m'occuper de la boîte. Toi, concentre-toi sur ta recherche. » Son vieil ami avait eu l'air sincèrement inquiet. Aujourd'hui, Laurent dirigeait un groupe de médias prospères. Pendant que Philippe dilapidait sa fortune en enquête privée, le vieil homme se leva péniblement et s'approcha de la fenêtre. Son reflet dans la vitre le surprit toujours. Ce vieillard aux cheveux blancs clairsemés, aux joues creuses, aux yeux cernés, était-ce vraiment lui? Où était passé l'homme dynamique qui faisait vibrer les salles de conseil? Sur le bureau, une lettre de sa banque attendait d'être ouverte. Il connaissait son contenu. Ses comptes s'amenuisaient dangereusement. Bientôt, il n'aurait plus les moyens de payer les détectives, les voyages, les récompenses promises pour toute information. Alors quoi? Abandonner? Renoncer à celle qui restait la seule raison de se lever chaque matin? Jamais. Il attrapa les clés de sa Mercedes et enfila sa veste. Direction la Provence, un nouvel enquêteur prétendait avoir repéré une piste dans la région d'Aix, une jeune femme blonde aperçue dans un marché qui aurait eu une marque de naissance distinctive. Combien de fois avait-il entendu cette histoire? Combien de mirages avait-il poursuivi dans le désert de sa quête? Peu importait. Tant qu'il lui resterait un souffle de vie, il chercherait. La Mercedes filait sur l'autoroute A6, avalant les kilomètres vers le sud. Philippe conduisait machinalement. L'esprit ailleurs, les paysages défilaient, les champs de Bourgogne, les premiers oliviers, les villages perchés qui annonçaient le midi.
Il avait fait ce trajet tant de fois, vers tant de déceptions. Arrivé à Aix-en-Provence, il rencontra le détective dans un café miteux de la périphérie. L'homme, la cinquantaine bedonnante, empestait le tabac froid et l'alcool bon marché. « Écoutez, monsieur Morel, cette fois c'est différent. La fille que j'ai vue, elle vous ressemble, et cette marque sur l'épaule, c'était exactement comme sur votre photo. » Philippe avait sorti son portefeuille sans un mot. Encore 3 000 € qui s'envolaient pour un fantôme. Mais le lendemain matin, parcourant les petites routes de campagne au volant de sa Mercedes, il gardait malgré tout une parcelle d'espoir au fond du cœur. C'est alors que le miracle se produisit. La radio grésillait depuis plusieurs minutes, captant les conversations des camionneurs qui sillonnaient la région. Philippe allait changer de station quand une voix féminine, claire et assurée, traversa les parasites. « Ici, Papillon Bleu. Je confirme la livraison pour Marseille. » Papillon Bleu, terminé. Le volant glissa entre ses mains moites, le monde bascula, sa voiture fit une embardée, manquant de peu le fossé qui bordait la route départementale. Il parvint à s'arrêter sur le bas-côté, le cœur battant à se rompre. Papillon Bleu. Impossible. Personne d'autre ne connaissait ce nom. Personne. Sauf... Mon Dieu, murmura-t-il, ses mains tremblant sur le volant. Pour la première fois en 26 ans, Philippe Morel venait d'entendre la voix de sa fille. L'air du petit matin sentait le gasoil et le café réchauffé. Élise Morel ajusta ses gants de cuir et vérifia une dernière fois les sangles qui maintenaient à sa cargaison. 32 tonnes de marchandises diverses à livrer entre Avignon et Marseille, puis retour vers Lyon. Une journée comme les autres pour celle qu'on surnommait la reine de la route sur les ondes des camionneurs. À 31 ans, Élise imposait le respect dans un milieu majoritairement masculin, 1,70 m, des cheveux blonds coupés courts pour plus de praticité, des yeux verts perçants qui ne laissaient passer aucune tentative d'intimidation. Son Scania rouge et chrome étincelait sous le soleil levant, entretenu avec un soin maniaque. Chaque courbe de la carrosserie, chaque détail mécanique témoignait de la fierté qu'elle portait à son métier. « Salut ma belle, encore debout aux aurores », lança Michel. Un routier chevronné, qui chargeait son camion sur l'aire d'autoroute voisine. « Tu sais bien que les meilleures routes appartiennent à ceux qui se lèvent tôt », répliqua-t-elle avec un sourire. « Et puis, faut bien nourrir le monstre. » Elle caressa affectueusement le flanc de son poids lourd. Ce Scania était plus qu'un outil de travail. C'était sa maison, son refuge, sa liberté. Dans la cabine aménagée avec goût, chaque objet avait sa place. Des photos de paysages qu'elle avait traversés ornaient le tableau de bord. À côté d'un petit cactus en pot qui survivait miraculeusement au chaos de la route. Mais ce qui attirait immédiatement l'attention, c'était le pendentif en or massif suspendu au rétroviseur central. Une petite borboleta dorée aux ailes ciselées avec une précision d'orfèvre qui dansait au moindre mouvement du camion. Élise ne s'en séparait jamais. C'était le seul lien tangible avec un passé qu'elle ne parvenait pas à reconstituer. « D'où tu tiens ce bijou ?» lui avaient souvent demandé ses collègues routiers. « C'est un cadeau de ma mère », répondait-elle invariablement, bien qu'elle ne fût pas certaine que ce fût la vérité. Madeleine Roche l'avait élevée avec amour dans une petite maison de banlieue à Villeurbanne, près de Lyon. « Je t'ai trouvée abandonnée, ma chérie. Tu étais si petite, si fragile. J'ai pas pu te laisser là. » Voilà tout ce qu'Élise avait jamais su de ses origines. Madeleine refusait d'en dire davantage, prétextant vouloir protéger sa fille adoptive de souvenirs douloureux. Élise démarra le moteur, qui rugit avec la puissance rassurante de ses 500 chevaux. Elle régla la radio sur la fréquence des routiers et sortit lentement de l'aire de repos. La journée s'annonçait magnifique, un ciel bleu sans nuages, une visibilité parfaite, et ces routes de Provence qu'elle adorait parcourir. Ici Radio Route CB, Canal 19. Grésilla la radio. Quelqu'un peut me donner les conditions sur l'A7 direction Marseille. Élise saisit le micro. Les conversations radio étaient un rituel essentiel de la vie routière. Une communauté invisible qui s'entraidait, se prévenait des contrôles, partageait les bonnes adresses et les dernières nouvelles. Ici Papillon Bleu, répondit-elle machinalement. A7 dégagé jusqu'à Orange. Attention, radar mobile signalé au kilomètre 145, Papillon Bleu, terminé. Cette habitude remontait à son enfance. Quand elle était petite, elle utilisait déjà cette expression sans comprendre pourquoi. Papillon Bleu, ça sortait tout seul.
comme une mélodie oubliée qui lui revenait par bribes, Madeleine n'avait jamais su lui expliquer d'où venait cette manie. « C'est peut-être quelque chose que tu as entendu avant que je te trouve », avait-elle murmuré un jour, l'air gêné. Le Scania avalait les kilomètres. Ronronnant comme un fauve satisfait, Élise aimait cette sensation de puissance contrôlée, cette impression de dominer la route. Depuis qu'elle avait passé son permis poids lourd à 18 ans, elle n'avait jamais voulu faire autre chose. La liberté, l'indépendance, les paysages qui défilent, les rencontres au hasard des aires de repos, cette vie lui convenait parfaitement. Son téléphone vibra, un message de Madeleine. « Comment va ma petite routière ? Pense à bien manger, tu es trop maigre, je t'aime. » « Maman », Élise sourit avec tendresse. À 75 ans, Madeleine continuait de s'inquiéter pour elle comme si elle avait encore 5 ans. Ces dernières semaines, sa mère adoptive semblait particulièrement préoccupée, multipliant les appels et les messages. « Tu es sûre que ça va, maman ?» lui avait demandé Élise lors de sa dernière visite. « Juste un peu fatiguée, ma chérie, l'âge, tu sais. » Mais Élise avait remarqué autre chose dans le regard de Madeleine, une inquiétude qui allait au-delà de la simple fatigue. Comme si elle portait un secret trop lourd, comme si elle redoutait quelque chose. « Papillon bleu, tu me reçois ?» La voix de Philippe dans la radio la fit sursauter. « Ici, papillon bleu, je vous reçois. » Excusez-moi, mais j'aimerais vous parler. C'est important. » Élise fronça les sourcils. La voix de l'homme tremblait d'émotion. Ce n'était pas habituel sur la fréquence CB. D'ordinaire, les conversations restaient factuelles. Trafic, météo, bon plan restaurant. « Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais je ne donne pas rendez-vous à des inconnus, » répliqua-t-elle fermement. « S'il vous plaît, juste 5 minutes, je cherche quelqu'un depuis très longtemps. Votre indicatif. Papillon bleu, ça signifie quelque chose pour moi. » Il y avait une telle détresse dans cette voix qu'Élise sentit son cœur se serrer malgré elle. Mais sa prudence naturelle reprit le dessus. Trop d'histoires circulaient sur les routières qui s'étaient fait agresser pour avoir fait confiance aux mauvais interlocuteurs. « Désolé, monsieur. Bonne route. » Elle coupa la communication et poussa le volume de la musique. Pourtant, quelque chose dans la voix de cet homme continuait de la troubler. Cette façon de prononcer « papillon bleu », comme s'il connaissait le sens secret de ces mots, le camion négocia une courbe serrée entre les collines provençales, le pendentif doré oscillait au rythme des mouvements. Accrochant les rayons du soleil qui filtraient par le pare-brise, Élise y jeta un coup d'œil machinal, comme elle le faisait des centaines de fois par jour. Mais cette fois, une sensation étrange l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda vraiment d'où venait ce bijou, qui le lui avait offert. Pourquoi cette forme de papillon ? Et surtout, pourquoi ressentait-elle parfois, en le regardant, une mélancolie inexplicable, comme la nostalgie d'un bonheur perdu ? Ses pensées furent interrompues par un nouveau message radio. Une voix différente, plus jeune, l'informait d'un bouchon à l'approche d'Aix-en-Provence. Élise remercia et se concentra sur sa conduite, chassant ces questions sans réponse qui l'assaillaient soudain. Mais au fond d'elle-même, une petite voix persistait. Et si cet inconnu disait la vérité ? Et si son papillon bleu était vraiment la clé d'un mystère qu'elle portait depuis l'enfance ? Elle secoua la tête. Trop de films, trop de romans. La réalité était plus simple. Elle était Élise, fille de Madeleine, routière indépendante et heureuse de l'être. Le reste n'était que chimère. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle se surprit à scruter les rétroviseurs, guettant une Mercedes grise qui pourrait la suivre. Philippe resta garé sur le bas-côté pendant près d'1 heure, les mains crispées sur le volant, le cœur battant encore à tout rompre. Cette voix, cette façon de dire « papillon bleu », non, ce n'était pas possible. Après 26 ans, après tant de fausses pistes, tant de déceptions, le destin ne pouvait pas lui offrir sa fille sur un plateau d'argent. Et pourtant, il ralluma la radio et balaya toutes les fréquences CB, espérant entendre de nouveau cette voix claire et assurée. Rien que le brouhaha habituel des conversations entre routiers, les informations sur le trafic, les plaisanteries échangées entre collègues de la route. « Réfléchis, Philippe », se murmura-t-il. Papillon bleu, c'était le code d'une camionneuse, donc elle conduit un poids lourd dans le secteur Provence-Côte d'Azur, visiblement. Il démarra et prit la direction de la première aire d'autoroute. S'il y avait une chose qu'il avait apprise en 26 années d'enquête,
c'était que la patience et la méthode finissaient toujours par payer. Il allait ratisser la région, poste par poste, restaurant routier par restaurant routier, jusqu'à retrouver cette femme. L'air de Lançon de Provence bourdonnait d'activité. Des dizaines de poids lourds stationnaient en rang d'oignons. Leur chauffeur profitant de la pause obligatoire pour se restaurer ou se reposer, Philippe gara sa Mercedes entre deux mastodontes et se dirigea vers le restaurant routier. L'ambiance était bruyante et conviviale. Des hommes en bleu de travail avalaient leur café en discutant des embouteillages sur la 7, des dernières réformes du transport, du prix du gazole qui ne cessait d'augmenter. Philippe s'approcha du comptoir, un peu intimidé par cet univers qui lui était totalement étranger. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda la serveuse, une femme ronde d'une 50aine d'années au sourire chaleureux. « Un café, s'il vous plaît, et... Excusez-moi, vous ne connaîtriez pas une camionneuse qui utilise l'indicatif papillon bleu ?» La femme haussa les sourcils. « Papillon bleu. Ah oui, Élise, une chouette fille. Celle-là, ça fait un bail qu'on ne l'a pas vue ici. Vous la cherchez pourquoi ?» Le cœur de Philippe s'emballa. « Élise ?» Sa fille s'appelait toujours Élise. « C'est personnel. Une affaire de famille. » Ah bon, elle a jamais parlé de famille. Pourtant, enfin, à part sa mère adoptive, une femme charmante. D'ailleurs, qui ? Sa mère adoptive, l'interrompit Philippe, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Oui, Madeleine. Elle passe parfois avec Élise. Elles ont l'air très proches toutes les deux. Mais si vous voulez mon avis, Élise, elle pose pas beaucoup de questions sur son passé. C'est une fille qui vit dans le présent, vous voyez. Philippe paya son café d'une main tremblante et sortit du restaurant. L'air de la Provence lui parut soudain irrespirable. Sa fille avait été adoptée, quelqu'un l'avait recueillie, élevée, aimée pendant qu'il la cherchait désespérément aux quatre coins de l'Europe. Il passa l'après-midi à écumer les aires de repos et les stations-service de la région. Partout, le même refrain. Élise, papillon bleu. Oui, on la connaît, une fille bien, travailleuse, qui se fait respecter. Mais on ne l'a pas vue aujourd'hui, au poste d'essence de Salon de Provence. Un chauffeur bedonnant lui apprit qu'Élise faisait régulièrement la navette entre Lyon et Marseille. Elle a un Scania rouge, impossible de la rater, une belle machine, bien entretenue. Elle en prend soin comme si c'était son enfant. Philippe nota tout dans un carnet, les horaires habituels d'Élise, ses itinéraires préférés, les endroits où elle avait ses habitudes. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de tenir une piste solide, à 300 km de là, dans son bureau panoramique de la tour Montparnasse. Laurent Dufort raccrochait son téléphone portable avec une expression soucieuse. L'appel qu'il venait de recevoir ne lui disait rien qui vaille. Monsieur Dufort. Sa secrétaire venait d'entrer sans frapper, ce qui ne lui ressemblait pas. « Excusez-moi, mais c'était urgent. J'ai Philippe Morel en ligne. » Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cela faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son ancien associé. Depuis le rachat de ses parts dans Morel Communication, Philippe s'était complètement coupé du monde des affaires, obsédé par sa quête impossible. « Passe-le-moi », dit-il en s'efforçant de garder un ton neutre. « Laurent, c'est Philippe. Il faut qu'on se parle. » La voix de son ancien ami était différente, plus tendue, plus déterminée qu'il ne l'avait entendue depuis des années. « Philippe, quelle surprise. Comment vas-tu, mon vieux ? Écoute-moi bien, Laurent. J'ai retrouvé sa trace, après 26 ans. J'ai enfin retrouvé la trace d'Élise. » Le sang de Laurent se glaça dans ses veines. Impossible, Henri était mort depuis plus de 20 ans, emportant ses secrets dans la tombe. Personne ne savait ce qui était vraiment arrivé à la petite Élise Morel. Personne, sauf lui. « Philippe, mon pauvre ami, tu as déjà cru tant de fois. » « Non. Cette fois c'est différent. Elle utilise un nom de code que seule Catherine et moi connaissions. Papillon bleu, Laurent. Tu te rends compte ? Elle est camionneuse. Elle vit quelque part dans la région de Lyon, et je vais la retrouver. » Laurent ferma les yeux. Henri lui avait pourtant assuré que la gamine était morte. « Un accident, patron. Elle a voulu s'enfuir. Elle est tombée dans la rivière. On n'a pas retrouvé le corps. Mais avec le courant, il l'avait cru. Pendant toutes ces années, il avait cru que le problème était définitivement réglé. « Philippe, écoute-moi. Il devait absolument calmer son ancien associé, l'empêcher de fouiner davantage. Tu sais que je t'aime comme un frère, mais ça fait 26 ans que tu cours après des fantômes. Cette histoire de papillon bleu, c'est peut-être juste une coïncidence. Une coïncidence.
La voix de Philippe monta d'un ton. « Laurent, personne d'autre ne connaissait ce surnom. Personne. C'est elle, j'en suis certain. Et cette fois, rien ne m'empêchera de la retrouver. » La communication se coupa. Laurent resta un long moment figé, le combiné à la main. Puis, d'un geste sec, il ouvrit le tiroir secret de son bureau et sortit un téléphone portable qu'il n'utilisait que pour des occasions très particulières. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Allô, c'est moi. On a un problème. » Philippe Morel a retrouvé la trace de sa fille. « Oui, je sais qu'elle était censée être morte. Non, ne me demande pas comment c'est possible. Contente-toi de le faire surveiller, discrètement. Je veux savoir où il va, avec qui il parle, ce qu'il découvre. Et surtout, empêche-le de la retrouver. » Il raccrocha et se dirigea vers la baie vitrée qui dominait Paris. 26 ans plus tôt, il avait orchestré l'enlèvement d'Élise Morel pour faire chanter Philippe et récupérer l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble. Le plan était simple: kidnapping, demande de rançon, puis restitution discrète de l'enfant une fois l'affaire bouclée. Personne n'était censé mourir, mais Henri Roche était devenu cupide. Il avait voulu garder l'argent pour lui et disparaître avec la petite. Laurent n'avait pas eu le choix. Pour protéger ses arrières, il avait dû éliminer son complice. Quant à l'enfant, Henri lui avait juré qu'elle était morte accidentellement. Visiblement, Henri lui avait menti. Laurent contempla l'empire qu'il avait bâti sur les ruines du malheur de Philippe. Morel Communication était devenu Dufort Media Group, un géant de la communication pesant plusieurs milliards d'euros. Il n'allait pas laisser une gamine ressuscitée d'entre les morts détruire ce qu'il avait mis tant d'années à construire. Il décrocha son téléphone fixe et appela sa secrétaire. « Annulez tous mes rendez-vous de la semaine et réservez-moi un billet d'avion pour Marseille. Départ demain matin, première heure. » Il était temps de régler personnellement cette affaire avant qu'elle ne lui échappe complètement. Octobre 1999. 26 ans plus tôt, Henri Roche ajusta sa casquette et vérifia une dernière fois sa montre. 8h15. Dans quelques minutes, la petite Élise Morel sortirait de l'école maternelle Sainte-Marie pour rejoindre sa nounou, sauf qu'aujourd'hui, sa nounou ne viendrait pas. « Tu es sûr de ton coup ?» demanda-t-il dans son téléphone portable, la voix tremblante de nervosité. « Évidemment que j'en suis sûre », répliqua Laurent Dufort depuis son bureau parisien. « Madame Lefort a eu un malaise ce matin. Elle ne pourra pas venir chercher la petite. L'école va appeler Philippe, mais il sera en réunion. C'est là que tu interviens. Tu te présentes comme le chauffeur envoyé par la famille. Tu as les papiers. » Henri tapota la poche de sa veste. « Tout est là. Carte d'identité au nom de Pierre Moreau, chauffeur de la société Morel Communication. Elle est parfaite, ta fausse pièce. » Ce n'est pas une fausse pièce. Crétin, c'est un vrai document établi sous une fausse identité. J'ai mes contacts à la préfecture. Laurent marqua une pause. Tu te souviens du plan? Tu emmènes la gamine au chalet de Medjev? Tu attends mes instructions? Dans 48 heures, maximum? On demande la rançon. 50 millions d'euros et les parts de Philippe dans l'entreprise. Une fois qu'on a tout ça, on rend la petite et tout le monde est content. Et si ça foire, ça ne foirera pas. Philippe est dans un état de panique totale depuis qu'on lui a annoncé la disparition de sa femme ce matin. Il fera tout ce qu'on lui demande pour récupérer sa fille. Henri raccrocha et observa l'école depuis sa camionnette banalisée. Le plan était simple, presque enfantin. Laurent avait tout prévu. L'empoisonnement discret de la nounou avec un laxatif puissant qui la clouerait aux toilettes pour la journée. Les faux papiers, même la camionnette de déménagement volée et remaquillée, tout était censé se dérouler sans violence, presque proprement. Ce qu'Henri ne savait pas, c'est que Laurent avait déjà prévu sa mort. La cloche de l'école retentit, des dizaines d'enfants jaillirent dans la cour. Courant vers leurs parents qui attendèrent devant les grilles, Henri repéra immédiatement Élise, une petite blonde aux boucles dorées, qui regardait autour d'elle avec ses grands yeux verts, cherchant visiblement sa nounou habituelle. Il descendit de la camionnette et s'approcha de la grille. L'institutrice, une femme d'une quarantaine d'années au visage inquiet, tenait la main d'Élise. « Bonjour », dit Henri en arborant son plus beau sourire. « Je viens chercher Élise Morel. Je suis Pierre Moreau, le nouveau chauffeur de Monsieur Morel. » L'institutrice fronça les sourcils. « On ne nous a pas prévenu qu'il y aurait un changement. D'habitude, c'est Madame Lefort qui vient. Madame Lefort a eu un malaise ce matin. Monsieur Morel m'a demandé de la remplacer au pied levé.
Henri sortit ses faux papiers. « Tenez, voici ma carte professionnelle et ma pièce d'identité. » Élise leva les yeux vers lui. « Je ne vous connais pas, monsieur. C'est normal, ma puce. C'est la première fois qu'on se rencontre. Mais ton papa m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu adorais les papillons. » Le visage de la fillette s'illumina. « Oui, papa m'appelle son papillon bleu. » Henri sentit un pincement au cœur. Cette gamine était adorable, confiante, innocente. Pour la première fois, il douta de la justesse de ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais 50 000 € l'attendaient à la fin de l'opération. 50 000 € qui lui permettraient de rembourser ses dettes de jeu et de recommencer une nouvelle vie. « Bon, » soupira l'institutrice en consultant l'horloge de l'école. « Je vais quand même appeler les parents pour vérifier. »« Bien sûr, » répondit Henri, sachant que Laurent avait tout prévu. Le téléphone de Philippe sonnerait dans le vide, pendant que ce dernier serait en réunion. Et Catherine était censée être à l'hôpital pour son supposé malaise. 10 minutes plus tard, Henri roulait vers Megève avec Élise, endormie sur la banquette arrière. Un somnifère discret dans un bonbon avait fait son effet. Tout se déroulait exactement comme prévu. Le chalet de Megève appartenait à un ami de Laurent, parti en voyage d'affaires au Japon, isolé en bordure de forêt, accessible par un chemin privé. C'était l'endroit idéal pour cacher une enfant kidnappée. Henri installa Élise dans la chambre d'amis. Au premier étage, quand elle se réveilla, vers 18h, elle était encore groggy mais commençait à s'inquiéter. « Où est mon papa ? Je veux rentrer à la maison. Ton papa arrive, ma puce. Il avait des choses importantes à régler au bureau. En attendant, tu vas rester avec moi ? On va bien s'amuser ? Tu vas voir. » Mais Henri n'était pas doué avec les enfants. Élise refusait de manger, pleurait sans cesse, réclamait ses parents. Au bout de 48 heures, les nerfs d'Henri lâchèrent complètement. « Laurent, il faut qu'on accélère le mouvement. La gamine n'arrête pas de chialer. Les voisins vont finir par se poser des questions. Du calme, Henri. J'ai contacté Philippe ce matin. Il est prêt à tout. L'échange aura lieu demain soir, au péage de Mâcon. Tu amènes la petite. Il amène l'argent et les papiers de cession de ses parts. Et après, tu disparais avec ton fric. Et moi, je deviens le seul propriétaire de Morel Communication. » Ce qu'Henri ne savait pas, c'est que Laurent n'avait jamais eu l'intention de le laisser partir. Trop risqué, un complice en liberté, ça finit toujours par parler. Surtout quand il a des dettes de jeu et une tendance à boire plus que de raison. Le lendemain soir, Henri chargea Élise dans la camionnette. La petite avait enfin cessé de pleurer, mais elle regardait par la fenêtre avec des yeux immenses. Terrifiée, elle avait compris qu'on l'emmenait loin de chez elle, loin de ses parents. « On va voir papa ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Oui, ma puce, on va voir papa. » À 20 km de Mâcon, Henri s'arrêta à une station-service pour faire le plein. C'est là que Laurent l'attendait, appuyé contre une BMW noire aux vitres teintées. « Alors, Henri, tout s'est bien passé. Impeccable. La gamine est dans la camionnette. Et Philippe, il arrive. Il avait besoin d'un peu plus de temps pour rassembler la somme. Tu sais comment sont les banquiers. » Laurent souriait, mais ses yeux restaient froids. « En attendant, j'ai quelque chose pour toi. » Il sortit de sa poche une bouteille de whisky haut de gamme. Pour fêter notre réussite, Henri but au goulot, ne remarquant pas le goût légèrement amer de l'alcool. Le poison agit rapidement. En quelques minutes, Henri s'effondrait contre sa camionnette, les yeux révulsés, la bouche écumante. Laurent vérifia qu'il était bien mort, puis ouvrit la portière arrière de la camionnette. Élise dormait, épuisée par 3 jours de stress et de larmes. Elle était si petite, si fragile. Pour la première fois, Laurent hésita. Ce n'était qu'une enfant innocente. Elle ne méritait pas de mourir pour les ambitions d'un homme d'affaires sans scrupules. Mais elle l'avait vu, elle pourrait l'identifier. Et puis, mort pour mort, autant que ce soit elle plutôt que lui, il souleva la fillette endormie et la porta vers la forêt proche, au bord d'un torrent qui dévalait la montagne. Il la déposa délicatement sur un rocher. Dans quelques heures, quand elle se réveillerait, désorientée et apeurée, elle tomberait forcément dans l'eau, avec le courant. On ne retrouverait jamais son corps. Laurent retourna vers les véhicules. Il devait faire disparaître la camionnette et le corps d'Henri, puis rentrer à Paris pour jouer les amis inquiets. Quand Philippe l'appellerait pour lui annoncer l'échec de l'échange, ce qu'il ne vit pas, c'est que dans l'hôpital de Bourg-en-Bresse, à 15 km de là, une infirmière de nuit nommée Madeleine Roche venait de terminer son service, en rentrant chez elle par les petites routes de campagne.
Elle aperçut une forme claire au bord du torrent, une petite fille en chemise de nuit, inconsciente, qui respirait encore. Madeleine freina brutalement et courut vers l'enfant. Quand elle la prit dans ses bras, elle remarqua immédiatement la petite marque de naissance en forme de papillon sur son épaule droite et dans la poche de la chemise de nuit, un petit pendentif en or représentant une borboleta ciselée. Cette nuit-là, sans le savoir, Madeleine Roche sauva la vie d'Élise Morel et changea le cours de deux destins. 3 jours de recherches acharnées avaient mené Philippe jusqu'à cette aire de repos perdue au cœur de la Camargue. Le soleil de fin d'après-midi embrasait les étangs salés, transformant le paysage en un tableau impressionniste aux reflets dorés. Des flamants roses ponctuèrent l'horizon de leurs silhouettes élégantes, indifférents au drame humain qui se jouait à quelques kilomètres de leur marécage. Philippe gara sa Mercedes à l'ombre d'un platane centenaire et scruta les poids lourds alignés devant le restaurant routier. Son cœur fit un bond quand il aperçut le Scania rouge et chrome, garé au fond du parking. La description correspondait parfaitement. Cabine rutilante, remorque impeccable, et surtout, ce petit pendentif doré qui oscillait derrière le pare-brise. Ses jambes tremblaient lorsqu'il descendit de voiture. 26 ans d'attente, de souffrance, d'espoir déçu se cristallisaient en cet instant. Sa fille était là, à quelques mètres de lui, et il ne savait même pas comment l'aborder. À travers la vitre du restaurant, il la vit. Élise était assise seule à une table du fond. Penchée sur une carte routière qu'elle annotait soigneusement, ses cheveux blonds courts encadraient un visage aux traits fins, des pommettes hautes qu'elle tenait de sa mère, et ses yeux verts si familiers. Philippe sentit ses genoux se dérober. C'était elle. Malgré les années, malgré les transformations de l'âge adulte, il reconnaissait sa petite fille. Elle leva la tête à ce moment-là, et leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Philippe vit une expression de surprise traverser le visage d'Élise, comme si elle aussi ressentait quelque chose d'inexplicable face à cet inconnu qui la fixait avec une intensité troublante. Il poussa la porte du restaurant, l'air climatisé le gifla, contrastant avec la chaleur étouffante de la Camargue. Quelques routiers levèrent les yeux de leur journal, intrigués par cet homme en costume cravate qui détonnait dans l'ambiance décontractée du lieu. Philippe s'approcha lentement de la table d'Élise, le cœur battant si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. Elle le regardait venir avec méfiance, la main instinctivement posée sur son trousseau de clés. « Excusez-moi, vous êtes bien papillon bleu ?» Élise se raidit immédiatement. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon indicatif? Je peux m'asseoir ?» Philippe désigna la chaise en face d'elle, s'efforçant de garder une voix calme malgré l'émotion qui l'étranglait. « Non, répondez d'abord à ma question. » La méfiance d'Élise était palpable. Ses yeux balayaient discrètement le restaurant, repérant les sorties, évaluant les menaces potentielles. Philippe reconnut cette prudence. C'était exactement le même réflexe que sa femme Catherine avait quand elle se sentait en danger. « Je m'appelle Philippe Morel », commença-t-il doucement. « Et je pense que vous êtes ma fille. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Élise le dévisagea avec un mélange d'incrédulité et de colère croissante. « Votre fille. » Sa voix monta d'un ton, attirant l'attention des tables voisines. « Monsieur, je ne sais pas quel genre d'arnaque vous préparez, mais vous avez une marque de naissance en forme de papillon sur l'épaule droite ?» l'interrompit Philippe. « Et ce pendentif que vous portez, je l'ai offert à ma femme pour nos fiançailles. Elle l'a transmis à notre fille le jour de ses 5 ans. » Élise porta instinctivement la main à son cou, où le petit papillon d'or reposait sous son t-shirt. Ses yeux s'écarquillèrent, mais la méfiance ne disparut pas pour autant. N'importe qui peut inventer des détails comme ça. Vous m'avez suivi, vous vous êtes renseigné. Élise. Philippe prononça son prénom comme une prière. Tu t'appelles Élise Morel. Tu es née le 15 mars 1994, à la clinique des Lilas à Paris, quand tu étais petite. Tu adorais les papillons. Je t'appelais mon papillon bleu parce que tu disais que tu voulais avoir des ailes bleues pour voler jusqu'aux nuages. Le visage d'Élise se durcit. Arrêtez. Arrêtez avec vos mensonges. Vous croyez que c'est drôle de jouer avec les sentiments des gens comme ça. Elle se leva brusquement. Renversant sa chaise, tous les regards du restaurant convergèrent vers eux. Philippe se leva aussi, désespéré de voir sa fille lui échapper une fois de plus. « Élise, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne m'appelle pas Élise.
cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Je m'appelle Élise Roche. Ma mère s'appelle Madeleine Roche. Elle m'a trouvée abandonnée quand j'étais petite. Et depuis 26 ans, elle prend soin de moi. Alors gardez vos histoires à dormir debout pour quelqu'un d'autre. » Philippe sentit le monde s'écrouler autour de lui. Roche, ce nom lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à situer où il l'avait entendu. « Madeleine Roche », répéta-t-il lentement. « Elle travaille à l'hôpital. » Élise se figea. « Comment vous savez ça ?»« Parce que dans mes dossiers d'enquête, il y a le nom d'Henri Roche, un homme qui a disparu en même temps que ma fille, en octobre 1999. » La couleur quitta le visage d'Élise. Henri, c'était le frère de maman. Il est mort dans un accident. Elle m'a dit « Montrez-moi votre épaule », demanda Philippe d'une voix tremblante. « Quoi ? Votre épaule droite, s'il vous plaît. C'est la seule façon de prouver que je dis la vérité. » Élise recula. Mais Philippe vit qu'elle hésitait, au fond d'elle-même. Quelque chose commençait à vaciller. Ses souvenirs flous qui la hantaient parfois. Ses cauchemars récurrents où elle se voyait dans une grande maison avec des gens qui l'appelaient par un autre nom. « La marque de naissance n'existe plus », murmura-t-elle finalement. « Je l'ai fait recouvrir par un tatouage il y a quelques années. J'en avais honte. Un tatouage de quoi ?» Élise hésita encore, puis remonta lentement la manche de son t-shirt sur son épaule droite. Un magnifique papillon aux ailes bleues et dorées semblait prêt à s'envoler. Mais en regardant attentivement, on pouvait encore distinguer, sous l'encre du tatouage, la forme originale de la marque de naissance. Philippe étouffe en sanglots. « Tu as gardé le papillon, même sans savoir pourquoi, tu as gardé le papillon. » Élise fixait son tatouage, comme si elle le voyait pour la première fois. « Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce motif. Le tatoueur m'avait proposé autre chose, mais quand j'ai vu ce papillon dans son catalogue, ça m'a semblé évident. Parce que tu es mon papillon bleu, chuchota Philippe. Tu l'as toujours été. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues d'Élise. Toutes ses certitudes s'écroulaient. Cette vie qu'elle croyait connaître, cette histoire de l'enfant trouvé, ces zones d'ombre dans son passé que Madeleine refusait toujours d'éclaircir. « Vous mentez », dit-elle d'une voix brisée, mais sans conviction. Maman n'aurait jamais, elle-même, elle n'aurait jamais participé à... « Je ne pense pas qu'elle ait participé à l'enlèvement, » répondit Philippe doucement. « Je pense qu'elle vous a sauvé, mais il faut qu'on découvre la vérité ensemble. » Élise secoua violemment la tête. « Non, je ne vous connais pas. Vous débarquez dans ma vie avec vos histoires de fous. Et vous voudriez que je vous suive comme ça, que j'abandonne la seule famille que j'ai jamais connue. » Elle ramassa ses affaires et se dirigea vers la sortie. Philippe la suivit, paniqué à l'idée de la perdre encore. « Élise, attendez, laissez-moi tranquille. » Elle se retourna, les yeux brillants de colère et de confusion. « Si vous êtes vraiment mon père, où étiez-vous pendant 26 ans? Pourquoi vous ne m'avez jamais cherché? » « Mais je vous ai cherché, » explosa Philippe. « J'ai consacré ma vie entière à vous chercher. J'ai perdu ma femme, mon entreprise, mes amis. Je n'ai jamais cessé de vous chercher une seule seconde. » Élise s'arrêta net dans la voix de cet homme. Elle entendait une souffrance si profonde, si authentique, qu'elle ne pouvait pas être feinte. Malgré elle, son cœur se serra. « Il faut que je parle à maman, » murmura-t-elle. « Il faut qu'elle m'explique. »« Alors parlez-lui, » dit Philippe en lui tendant une carte de visite. « Mais quand vous aurez la vérité, appelez-moi, je vous en prie. » Élise prit la carte d'une main tremblante et courut vers son camion sans se retourner. Philippe la regarda partir, le cœur déchiré entre l'espoir et l'angoisse. Pour la première fois en 26 ans, il avait retrouvé sa fille. Mais il venait peut-être aussi de la perdre à nouveau. Le Scania rouge dévorait les kilomètres de l'autoroute A7 dans un rugissement sourd. Élise serrait le volant à s'en blanchir les jointures, l'esprit en ébullition. Les paroles de Philippe résonnèrent dans sa tête comme un écho obsédant. « Tu es mon papillon bleu. Tu l'as toujours été. » Elle avait roulé sans s'arrêter depuis la Camargue, ne prenant que le temps strictement nécessaire pour les contrôles obligatoires. À chaque kilomètre qui la rapprochait de Lyon, les questions se multipliaient. Pourquoi Madeleine avait-elle toujours été si évasive sur son passé? Pourquoi ce malaise dans ses yeux chaque fois qu'Élise évoquait ses origines? Et surtout, pourquoi ce nom Henri Roche lui donnait-il maintenant des frissons? Il était près de minuit quand elle se gara devant la petite maison de Villeurbanne où Madeleine l'avait élevée. Les volets étaient enfermés, mais une lumière filtrait derrière les rideaux du salon.
Sa mère adoptive ne dormait pas. Élise poussa le portillon du jardin et remonta l'allée pavée qu'elle avait parcourue des milliers de fois. Chaque pas lui rappelait un souvenir, ses premiers pas d'enfant sur ces pierres inégales, ses courses effrénées vers l'école, ses retours d'adolescente rebelle qui claquait la porte. Cette maison était son univers, son refuge. Comment imaginer qu'elle avait été bâtie sur un mensonge? La porte s'ouvrit avant même qu'elle ait sonné. Madeleine apparut dans l'encadrement, vêtue de sa robe de chambre bleue, les cheveux gris défaits sur les épaules. À 75 ans, elle restait élégante, mais Élise fut frappée par sa maigreur. Ces derniers mois, Madeleine avait considérablement vieilli. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Il est arrivé quelque chose. » Élise scruta le visage de sa mère adoptive, cherchant des signes de culpabilité, de dissimulation, mais elle ne vit que de l'inquiétude sincère et cet amour inconditionnel qu'il avait porté depuis l'enfance. « Il faut qu'on parle, maman. » Madeleine se raidit imperceptiblement. « Entre, ma puce, je vais faire du thé. » Elles s'installèrent dans le salon aux meubles fanés, mais impeccablement entretenus. Madeleine versa le thé d'une main qui tremblait légèrement, évitant soigneusement le regard de sa fille. « Maman, regardez-moi. » Madeleine leva les yeux, et Élise y lut immédiatement la vérité. Cette expression de panique mal dissimulée, cette résignation douloureuse. Sa mère savait pourquoi elle était là. « Qui est Philippe Morel ?» demanda Élise d'une voix blanche. Madeleine laissa échapper un gémissement étouffé. Sa tasse se brisa sur le carrelage dans un fracas qui résonna comme un coup de tonnerre. « Comment tu connais ce nom ? Répondez à ma question. » « Qui est Philippe Morel ?» Les épaules de Madeleine s'affaissèrent. 26 ans de mensonges, de terreur silencieuse, de nuits blanches à redouter ce moment exact. Tout s'écroulait. « C'est ton père » murmura-t-elle, la voix brisée par les sanglots. « Ton vrai père ?» Même si elle s'y attendait, Élise encaissa le choc comme une gifle. « Alors tout était faux, toute ma vie, tout ce que vous m'avez raconté. Non, mon amour pour toi n'était pas faux. Jamais. » Madeleine se leva, les mains tendues vers sa fille. « Tu étais la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Tu as donné un sens à ma vie. Mais vous m'avez menti. Pendant 26 ans, vous m'avez fait croire que mes parents m'avaient abandonnée. Pour te protéger, pour nous protéger toutes les deux. » Madeleine s'effondra dans son fauteuil. Secouée de tremblements. « Si j'avais dit la vérité, on serait mortes, toutes les deux. » Élise sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « De quoi vous parlez ? Morte comment ?» Madeleine ferma les yeux, comme pour puiser le courage de révéler enfin un secret qui l'empoisonnait depuis des décennies. « Mon frère Henri, il n'est pas mort dans un accident. Il a été assassiné. » Le salon sombra dans un silence de mort. Seul le tic-tac de l'horloge murale ponctuait l'attente insoutenable. Henri était chauffeur-livreur. Il avait des dettes de jeu terribles. Un jour, un homme l'a contacté, un homme riche, puissant, qui lui a proposé un marché, kidnapper la fille de son associé en échange de beaucoup d'argent. « Vous parlez de moi », souffla Élise. « Henri ne devait pas te faire de mal. C'était juste un chantage, pour forcer ton père à céder ses parts dans l'entreprise, mais l'homme qui avait commandité l'enlèvement, il a eu peur qu'Henri parle, alors il l'a empoisonné. » Madeleine se leva et se dirigea vers le secrétaire ancien qui trônait dans un coin du salon. Elle ouvrit un tiroir secret et en sortit une cassette audio poussiéreuse. Avant de mourir, Henri a réussi à m'appeler. Il savait qu'il était fichu. Il m'a tout raconté et j'ai enregistré ses aveux. Elle inséra la cassette dans un vieux magnétophone. Après quelques grésillements, la voix d'Henri Roche emplit la pièce. Une voix d'homme agonisant, haché par la douleur et la peur. « Madeleine, c'est moi. Je vais mourir. Laurent Dufort m'a empoisonné. Écoute-moi bien, j'ai enlevé la petite Morel. » Élise, elle s'appelle Élise. Dufort voulait récupérer l'entreprise de son associé. Il m'a promis 50 000 €. Mais maintenant il veut me tuer. Et la gamine aussi. Madeleine, si tu trouves la petite, protège-la. Surtout ne dis jamais à Dufort qu'elle est vivante. Il la tuerait. La voix s'éteignit dans un râle. Élise regardait fixement le magnétophone, pétrifiée. « Je t'ai trouvé cette nuit-là, » continua Madeleine d'une voix tremblante. « Au bord d'un torrent, près de Mâcon. Tu étais inconsciente, à demi morte de froid. Henri t'avait abandonnée là en pensant que tu tomberas dans l'eau, mais tu as survécu.
Pourquoi vous ne m'avez pas rendu à mon père ? Parce que Laurent Dufort était son meilleur ami, son associé. Comment être sûr qu'il ne t'éliminerait pas pour protéger son secret ? Madeleine s'agenouilla devant Élise, les yeux suppliants. J'ai essayé de me renseigner discrètement. J'ai appris que Dufort avait racheté l'entreprise de ton père, qu'il était devenu très puissant. Pendant des années, j'ai vécu dans la terreur qu'il découvre que tu étais encore vivante. Élise digérait péniblement ces révélations. Tout prenait sens maintenant. Les déménagements fréquents de son enfance, l'anxiété permanente de Madeleine, ses refus catégoriques de parler du passé. Et maintenant, demanda-t-elle, maintenant que Philippe m'a retrouvée, Madeleine porta la main à sa poitrine, le visage soudain livide. Il faut prévenir ton père. Dufort va apprendre que tu es vivante. Il va. Elle s'effondra. Terrassée par une douleur fulgurante, Élise se précipita vers elle, paniquée. « Maman, qu'est-ce qui vous arrive ?»« Mon cœur, » haleta Madeleine. « Va chercher mes médicaments, dans la cuisine. » Élise courut vers la cuisine, les mains tremblantes. Quand elle revint avec les comprimés, Madeleine était affalée dans son fauteuil, le teint cireux. « Maman, tenez bon, j'appelle les secours. »« Non, écoute-moi. » Madeleine attrapa la main de sa fille avec une force surprenante. « Les cassettes, il y en a d'autres, dans le coffre de la banque. Elles prouvent tout. Dufort, le meurtre de Henri, tout. Arrêtez de parler, économisez vos forces. Je n'ai plus beaucoup de temps. » Ma chérie, un sourire douloureux éclaira le visage de Madeleine. « Je voulais te garder en sécurité encore un peu, mais c'est fini. Il faut que tu retrouves ton vrai père, avant que Dufort... Maman... » Madeleine ferma les yeux, épuisée. « Je t'ai aimée comme ma propre fille. Pardonne-moi, tous ces mensonges. C'était pour te protéger. » Elle serra une dernière fois la main d'Élise, puis sa respiration se fit plus faible. Au fond d'elle-même, Élise comprit que sa mère adoptive était en train de mourir. Mais elle comprit aussi autre chose. Madeleine Roche avait été la plus courageuse des femmes. Pendant 26 ans, elle avait affronté seule un secret mortel pour protéger une enfant qui n'était même pas la sienne. « Je vous pardonne, maman », murmura Élise à travers ses larmes. « Et je vous aime, pour toujours. » Le sourire de Madeleine s'élargit. Dans ses yeux, la peur avait cédé la place à une sérénité profonde. Elle pouvait enfin partir en paix. Sa mission était accomplie. Dans son bureau de la tour Montparnasse, Laurent Dufort raccrocha son téléphone avec une expression sombre. Le rapport de son détective privé était formel. Philippe Morel avait effectivement rencontré une jeune femme dans un restaurant routier de Camargue, une camionneuse blonde d'une 30aine d'années qui correspondait trait pour trait à ce qu'aurait pu devenir la petite Élise. Laurent se dirigea vers la baie vitrée qui dominait Paris. Les lumières de la capitale scintillaient dans la nuit comme autant d'étoiles terrestres. Mais il ne voyait rien de cette beauté. Son esprit calculait, analysait, anticipait. Après 26 ans de sécurité, le passé revenait le hanter. Comment est-ce possible ? Marmonna-t-il en desserrant sa cravate. Henri m'avait juré qu'elle était morte. Il repensa à cette nuit d'octobre 1999, au bord de ce torrent de montagne. Henri gisait empoisonné près de sa camionnette, et lui-même avait abandonné la fillette sur les rochers, certain qu'elle finirait par tomber dans l'eau glacée. Le plan était simple. 2 morts accidentelles, aucune trace, aucun témoin. Visiblement, quelqu'un avait trouvé l'enfant. Laurent ouvrit le tiroir secret de son bureau et contempla les documents qui s'y trouvaient. L'acte de vente falsifié des parts de Philippe, les contrats de rachat de Morel Communication, les statuts de Dufort Media Group. Tout son empire reposait sur ce crime vieux de 26 ans. Si Élise Morel ressuscitait et révélait la vérité, c'était la chute assurée, la prison, la ruine, l'humiliation publique. Il ne pouvait pas laisser faire ça. Son téléphone portable vibra. Un message de son contact à Lyon. Madeleine Roche hospitalisée d'urgence, infarctus, état critique. La fille est avec elle. Laurent sourit froidement. Madeleine Roche, il se souvenait parfaitement de cette infirmière qui travaillait à l'hôpital de Bourg-en-Bresse en 1999. Henri lui avait parlé de sa sœur, cette femme célibataire qui s'occupait de leur mère malade. C'était forcément elle qui avait trouvé Élise, et pendant 26 ans, elle avait gardé le secret. Mais les secrets finissent toujours par éclater au grand jour. Il composa le numéro de Marcus Volkov,
un homme qu'il préférait ne contacter qu'en cas d'extrême urgence. Volkov dirigeait une société de sécurité privée aux méthodes peu orthodoxes, mais diablement efficaces. Marcus, c'est Laurent. J'ai un problème urgent à régler. Non, pas au téléphone. Retrouve-moi dans 1 heure au Ritz, bar Hemingway, et amène tes meilleurs hommes. Cette fois, il ne doit y avoir aucun raté. À l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Élise tenait la main de Madeleine qui luttait contre la mort dans l'unité de soins intensifs. Les médecins avaient été clairs. Infarctus massif, pronostic très réservé, à 75 ans, avec un cœur déjà fragilisé, Madeleine avait peu de chances de s'en sortir. « Maman, restez avec moi », murmurait Élise en caressant les cheveux gris de sa mère adoptive. « S'il vous plaît, ne me laissez pas toute seule maintenant. » Madeleine ouvrit péniblement les yeux. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Les cassettes, il faut les récupérer. Banque Populaire, agence Saks-Gambetta, coffre 2547. Elle glissa une petite clé dans la main d'Élise. Tout est dedans. Les preuves contre Dufort, les aveux de Henri. Il faut les donner à ton père. Je vous promets que je le ferai. Mais d'abord, vous devez guérir. Madeleine sourit faiblement. Ma petite fille, tu as été le plus beau cadeau de ma vie, même si tu n'étais pas vraiment mienne. Vous êtes ma vraie mère, protesta Élise, les larmes aux yeux. Vous m'avez élevée, protégée, aimée. Philippe Morel est peut-être mon père biologique, mais vous êtes ma maman. Va le retrouver. Promets-moi, ne reste pas seule face à Dufort. Il est dangereux. La voix de Madeleine se perdit dans un murmure. Les moniteurs autour du lit émettaient leur bip régulier, témoins fragiles d'une vie qui s'accrochait encore. Élise sortit de sa poche la carte de visite que Philippe lui avait donnée. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle composait le numéro. « Allô ?» La voix de Philippe trahissait une fatigue immense. « C'est Élise Roche. » Un silence, puis « Vous m'appelez. Maman est en train de mourir. Elle m'a dit la vérité, toute la vérité. » Philippe faillit lâcher son téléphone. « Où êtes-vous ?»« Hôpital Édouard Herriot, à Lyon, Monsieur Morel. »« Philippe, si vous êtes vraiment mon père, j'ai besoin de vous, maintenant. J'arrive, ne bougez pas, je serai là dans 3 heures. » Élise raccrocha et retourna auprès de Madeleine. Dans le couloir de l'hôpital, elle ne remarqua pas l'homme en costume sombre qui observait sa chambre depuis 1 heure. Parlant discrètement dans un téléphone portable, Philippe roulait comme un fou sur l'autoroute A6, direction Lyon. Sa Mercedes avalait les kilomètres à 160 à l'heure, tous feux de détresse allumés. Pour la première fois en 26 ans, sa fille l'appelait au secours. Rien au monde ne l'empêcherait de la rejoindre. Son téléphone sonna. Laurent Dufort. « Philippe, j'ai appris que tu étais dans la région lyonnaise. Tout va bien. » Philippe sentit ses mâchoires se crisper. Comment Laurent pouvait-il être au courant de ses déplacements ? « Ça va, merci. Juste une affaire personnelle à régler. Cette histoire de fille retrouvée, tu es sûr que tu ne fais pas fausse route encore une fois ?» Il y avait quelque chose dans la voix de Laurent. Une tension mal dissimulée. Une inquiétude qui ne collait pas avec l'image de l'ami bienveillant. « Laurent, comment tu sais que j'ai retrouvé quelqu'un ?» Un silence. Trop long. Trop révélateur. « Tu me l'as dit l'autre jour au téléphone, non ? » « Non. Je t'ai dit que j'avais une piste, pas que j'avais retrouvé quelqu'un. » Nouveau silence. Philippe sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Des fragments de souvenirs remontaient à la surface. Laurent qui avait insisté pour racheter ses parts juste après l'enlèvement. Laurent qui connaissait tous les détails de l'enquête. Laurent qui était étrangement bien informé de tous ses déplacements. « Philippe, je pense qu'on devrait se voir. J'ai des choses importantes à te dire. » « Quelles choses ? Pas au téléphone. Retrouve-moi demain soir à Lyon, restaurant Paul Bocuse, 20h. Et Philippe, viens seul. Il y va de la sécurité de ta fille. » La communication se coupa. Philippe fixa son téléphone, l'esprit en ébullition. Cette dernière phrase était-elle une promesse de protection ou une menace à peine voilée ? Il accéléra encore, poussant sa Mercedes dans ses derniers retranchements. Quelque chose lui disait qu'Élise était en danger mortel, et que ce danger venait de l'homme qu'il avait considéré comme son meilleur ami pendant des années, dans l'unité de soins intensifs. Madeleine ouvrit une dernière fois les yeux, Élise se pencha vers elle, espérant entendre d'ultimes paroles de réconfort. « Ma chérie, méfie-toi, ils arrivent, Dufort sait, il sait que tu es vivante. »
Qui arrive, maman? De qui vous parlez? Mais Madeleine avait fermé les yeux, son souffle se faisait de plus en plus faible. Dans le couloir, Élise entendit des pas pressés. Des voix masculines qui parlaient à voix basse. Par réflexe, elle éteignit la lumière de la chambre et jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. 3 hommes en costume remontèrent le couloir, scrutant les numéros des chambres. Ils avaient l'allure de professionnels, le genre d'individus qu'on ne croise pas dans un hôpital par hasard. Le cœur d'Élise se mit à battre la chamade. Elle referma doucement la porte et chercha une issue. La fenêtre donnait sur une cour intérieure, au 3e étage. Impossible de fuir par là. Les pas s'arrêtèrent devant la chambre. Élise se glissa dans la salle de bain attenante et entrebâilla la porte. Elle vit les 3 hommes entrer. L'un d'eux tenait quelque chose qui ressemblait à une seringue. « Elle n'est pas là », murmura l'un d'eux avec un accent slave. « Mais la vieille est encore vivante. Termine là, le patron ne veut aucun témoin. » Élise vit l'homme s'approcher du lit de Madeleine avec sa seringue, sans réfléchir. Elle bondit hors de la salle de bain en criant « Au secours, à l'aide !» Les 3 hommes se retournèrent. Dans la pénombre, elle vit briller l'acier d'un pistolet équipé d'un silencieux. Elle courut vers la sortie, mais l'un des tueurs lui barra la route. C'est alors que retentirent dans le couloir les sirènes d'alarme de l'hôpital. Une voix métallique résonna dans les haut-parleurs. Code rouge, niveau 3. Évacuation immédiate. Code rouge, niveau 3. Dans la confusion qui suivit, Élise réussit à échapper aux tueurs et à se perdre dans la foule des patients et du personnel médical qui évacuait en l'étage. Mais en s'enfuyant, elle entendit le bip continu du moniteur cardiaque de Madeleine. Sa mère adoptive venait de mourir. Et maintenant, des hommes voulaient la tuer elle aussi. Élise dévala les escaliers de l'hôpital 4 à 4, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, les voix des tueurs résonnaient dans les couloirs. Noyée dans le chaos de l'évacuation d'urgence, elle devait sortir de là. Et vite, au rez-de-chaussée, la foule des patients et du personnel médical se pressait vers les sorties. Élise se fondit dans le flot humain, remontant la capuche de son sweatshirt pour dissimuler ses cheveux blonds. À travers les portes vitrées, elle aperçut son Scania rouge garé sur le parking. Si elle arrivait à l'atteindre, elle pourrait fuir. Mais 50 mètres de terrain découvert la séparèrent de son camion. « Là, c'est elle !» La voix claqua derrière elle. Élise se retourna et vit l'un des tueurs qui la désignait du doigt. Sans hésiter, elle fonça vers la sortie, bousculant infirmière et patient sur son passage. « Excusez-moi, pardon ?» Elle jaillit à l'extérieur et sprinta vers son camion. Ses clés, où étaient ses clés? Elle fouilla frénétiquement dans ses poches, tandis que des pas lourds martelaient le bitume derrière elle. Un claquement sourd, une balle siffla près de son oreille et fit voler en éclats le rétroviseur du Scania. Élise plongea derrière la remorque juste au moment où une seconde balle perçait la carrosserie, à l'endroit où elle se trouvait une seconde plus tôt. « Bon sang !» halta-t-elle. Ces hommes tiraient à vue, en plein parking d'hôpital. Ils ne reculèrent devant rien. Elle rampa sous la remorque et émergea de l'autre côté, près de la cabine. Ses doigts tremblants trouvèrent enfin le trousseau de clés. Elle déverrouilla la portière et se hissa dans le poste de pilotage au moment où les tueurs contournèrent le camion. Le moteur rugit. 500 chevaux de purs muscles mécaniques s'éveillèrent en grondant. Élise enclencha la première et écrasa l'accélérateur. Le Scania bondit en avant avec la puissance d'un fauve libéré. Dans son rétroviseur, elle vit les 3 hommes courir vers une BMW noire aux vitres teintées. La poursuite commençait. Philippe roulait vers Lyon à tombeau ouvert, quand son téléphone sonna. Le numéro d'Élise s'affichait sur l'écran. « Élise, Dieu merci, vous allez bien ?»« Non, je ne vais pas bien. » La voix de sa fille l'était tachée par l'émotion et le bruit du moteur. « Maman est morte. Des hommes ont essayé de nous tuer. Ils me poursuivent. » Philippe sentit son sang se glacer. « Où êtes-vous ?»« Sur la 6, direction Paris. Ils sont derrière moi dans une BMW noire, Philippe. J'ai peur. » « Écoutez-moi bien. Sortez à la prochaine bretelle et dirigez-vous vers les petites routes. Votre camion a l'avantage sur autoroute, mais sur routes étroites. Ils ne pourront pas vous doubler facilement. »« D'accord. Attendez. » Il se rapproche. Philippe entendit des claquements secs dans le téléphone. Des coups de feu. « Élise, répondez-moi. Je suis là. Ils tirent sur mon camion. Mon Dieu. Ils veulent vraiment me tuer. Tenez bon. »« Ma chérie, je fais demi-tour. J'arrive. » Philippe freina brutalement
et effectua un demi-tour sur l'aire de repos la plus proche. Sa Mercedes pointa vers Lyon, tous phares allumés. Pour la première fois depuis 26 ans, il avait retrouvé sa fille. Il ne la laisserait pas mourir maintenant. Le Scania rouge dévalait la D906 dans les collines du Beaujolais. Élise négociait les virages serrés avec une maîtrise née de 10 années d'expérience routière. Derrière elle, la BMW peinait à suivre le rythme. Ses poursuivants étaient peut-être de bons tueurs, mais ils ne connaissaient rien à la conduite d'un poids lourd sur route de montagne. « Allez, ma belle », murmura-t-elle en caressant le volant. « Montre-leur de quoi tu es capable. » Elle rétrograda en troisième pour aborder une épingle à cheveux, laissa patiner légèrement l'embrayage, puis relança le moteur dans la ligne droite suivante. Dans son rétroviseur, elle vit la BMW déraper dans le virage et percuter la glissière de sécurité. Un sourire féroce éclaira son visage. Ces salauds avaient tué Madeleine. Mais il n'aurait pas sa peau si facilement. Son téléphone vibra. Un message de Philippe. « Sortie Belleville-sur-Saône. Je vous attends au rond-point. Tenez bon. » Élise consulta son GPS. Encore 15 km. La BMW avait repris sa poursuite. Mais elle gardait ses distances, se contentant de la suivre sans tenter de nouvelles manœuvres d'approche. C'est alors qu'elle aperçut le barrage. 3 voitures noires bloquèrent la route à la sortie du village de Salzar-Buissonnat. D'autres hommes en costume l'attendaient, armes au poing, un piège parfaitement orchestré. « Merde !» jura-t-elle. Elle était prise en étau. Impossible de faire demi-tour avec la BMW derrière elle. Impossible de forcer le barrage avec des hommes armés qui l'attendaient. C'est alors qu'elle aperçut, sur sa droite, un chemin de terre qui s'enfonçait dans les vignobles. Un panneau indiquait « Propriété privée, défense d'entrée ». Élise n'hésita pas une seconde. Le Scania quitta la route goudronnée dans un rugissement de moteur et s'engagea sur le sentier de terre battue. Les vignes défilaient de chaque côté comme des rangées de soldats verts. Le camion bondissait sur les ornières, mais tenait bon. Derrière elle, les voitures de ses poursuivants tentaient de s'engager sur le chemin, mais leurs châssis bas raclaient le sol. Seule la BMW réussit à suivre, cahossée mais déterminée, au bout du sentier. Élise découvrit un domaine viticole aux bâtiments centenaires. Une cour pavée s'ouvrait devant le chai principal, et surtout, une route secondaire repartait de l'autre côté de la propriété. Elle traversa la cour à toute vitesse, slalomant entre les tonneaux et les cuves d'acier. Dans son rétroviseur, elle vit la BMW débouler à son tour, renversant au passage un étal de dégustation. La route secondaire était étroite, bordée de murets de pierre. Parfait pour un camion, beaucoup moins pour une berline de sport, Élise reprit confiance. Elle connaissait ces routes secondaires comme sa poche, c'était son terrain. Philippe attendait au rond-point de Belleville-sur-Saône, debout près de sa Mercedes, scrutant la route qui descendait des collines. 23h15. Élise aurait dû être là depuis 10 minutes. Son téléphone sonna. Philippe. La voix d'Élise était tendue, mais déterminée. J'ai semé une partie de mes poursuivants, mais il en reste un qui s'accroche. Je suis sur la D18, direction Beaujeu. C'est à l'opposé de notre rendez-vous. Je sais, mais je ne veux pas vous mettre en danger. Ces hommes sont des professionnels. Élise, écoutez-moi bien. Vous connaissez la carrière abandonnée de Régnier? Celle qui surplombe la vallée? Oui, je vois où c'est. Retrouvez-moi là-bas. Et Élise, faites confiance à votre père. La carrière de Régnier était un amphithéâtre de pierre, creusé à flanc de colline, abandonné depuis les années 1980. Élise y arriva la première et gara son Scania près du bord du gouffre. 100 mètres plus bas, les lumières du village scintillaient dans la vallée. Philippe arriva 5 minutes plus tard, sa Mercedes soulevant un nuage de poussière sur le chemin d'accès. Élise. Il courut vers elle et la serra dans ses bras pour la première fois depuis 26 ans. « Ma petite fille, j'ai eu si peur de vous perdre encore. » Élise se raidit d'abord, puis se laissa aller contre l'épaule de cet homme qui prétendait être son père. Malgré tout, elle ressentait quelque chose, une impression de sécurité, de protection qu'elle n'avait jamais éprouvée. « Philippe, » murmura-t-elle, « Madeleine est morte. Elle m'a tout dit. Laurent Dufort. C'est lui qui a orchestré mon enlèvement. » Philippe ferma les yeux, assailli par la douleur et la rage. Mon meilleur ami, mon associé, pendant 26 ans, il m'a consolé, encouragé, aidé dans mes recherches, et c'était lui le coupable. Elle m'a donné ça. Élise sortit de sa poche la clé du coffre-fort. Les preuves sont dans une banque de Lyon,
des enregistrements qui l'accusent, des phares balayèrent l'entrée de la carrière. La BMW noire remontait lentement le chemin d'accès. « Ils nous ont trouvés », souffla Élise. Philippe la prit par les épaules. « Ma chérie, je vais vous dire quelque chose que votre mère vous chantait quand vous étiez petite. Si c'est vraiment moi votre père. Vous vous en souviendrez !» Il se mit à chantonner d'une voix tremblante. « Dors, mon petit papillon bleu, ferme tes jolis yeux, papa. Veille sur tes rêves jusqu'à ce que le jour se lève. » Élise sentit quelque chose exploser dans sa mémoire. Cette mélodie, elle la connaissait, elle l'avait fredonnée des milliers de fois sans savoir pourquoi. « Papa » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui, ma chérie, c'est moi. » La BMW s'arrêta à l'entrée de la carrière. 3 hommes en sortirent, armes au poing. Philippe se plaça devant sa fille. « Quoi qu'il arrive, Élise, souvenez-vous, vous êtes mon papillon bleu, et les papillons sont faits pour voler librement. » Les 3 tueurs avançaient lentement dans la carrière, leurs silhouettes se découpant dans les phares de la BMW. Le plus grand, celui qui semblait diriger l'opération, tenait un pistolet équipé d'un silencieux. Ses 2 complices l'encadraient, progressant avec la précision de professionnels aguerris. « Monsieur Morel », lança l'homme d'une voix à l'accent slave, « Monsieur Dufort souhaite vous parler. Venez avec nous, et personne ne sera blessé. » Philippe se plaça résolument devant Élise. « Ma fille n'a rien à voir avec vos histoires, laissez-la partir. » Un rire froid résonna dans la carrière. « Votre fille est justement le cœur du problème. Elle possède des informations qui pourraient causer des ennuis à mon employeur. » Quelles informations? Elle ne sait rien. Elle sait qu'elle est vivante, et ça, c'est déjà trop. Élise sentit la rage monter en elle. Ces hommes avaient tué Madeleine. La seule mère qu'elle ait jamais connue. Ils avaient détruit sa vie, sa famille adoptive, et maintenant ils menaçaient son père biologique. « Assez, papa » murmura-t-elle. « Faites-moi confiance, avant que Philippe puisse réagir. » Élise bondit vers son Scania. Elle grimpa dans la cabine et démarra le moteur en trombe. Le rugissement des 500 chevaux emplit la carrière comme le cri d'un fauve. « Élise, non !» Mais elle était déjà en mouvement. Le poids lourd fonça droit sur les tueurs qui plongèrent sur les côtés pour éviter l'impact. Le plus grand tira 3 coups de feu, mais les balles ricochèrent sur la carrosserie blindée du camion. Élise effectua un demi-tour serré et stoppa le Scania entre Philippe et leurs agresseurs, créant un bouclier d'acier de 32 tonnes. « Montez !» cria-t-elle en ouvrant la portière passager. Philippe courut vers le camion sous les balles. L'une d'elles lui effleura l'épaule, déchirant sa veste. Il se hissa péniblement dans la cabine juste au moment où Élise remettait les gaz. « Accrochez-vous, papa !» Le Scania chargea vers la sortie de la carrière. Les tueurs se dispersèrent, mais l'un d'eux ne fut pas assez rapide. Le pare-choc avant du camion le percuta de plein fouet, l'envoyant rouler dans la poussière. « Mon Dieu !»« Élise, vous l'avez tué. Tant mieux, c'est lui qui a tué maman. » Ils dévalèrent le chemin de terre dans un tonnerre de ferraille. Derrière eux, la BMW tentait de les poursuivre, mais le terrain accidenté handicapait la berline. Dans sa suite du Ritz parisien, Laurent Dufort recevait les rapports de ses hommes avec une inquiétude croissante. L'opération tournait au fiasco. Madeleine Roche était morte, certes, mais Élise Morel courait toujours. Et maintenant Philippe était avec elle. « Comment avez-vous pu rater une cible aussi facile ?» aboya-t-il dans son téléphone. Elle conduit comme un pilote de rallye, patron, et son camion est une forteresse roulante. Nos balles ne font que l'égratigner. Où sont-ils maintenant? Direction Lyon. Sur les petites routes, on les suit, mais à distance. Marcus pense qu'ils vont essayer de récupérer quelque chose en ville. Laurent réfléchit rapidement. Si Madeleine avait gardé des preuves pendant 26 ans, elle devait être cachée quelque part de sûr, une banque, probablement. Surveiller toutes les agences bancaires de Lyon, ils vont forcément se montrer. Il raccrocha et se dirigea vers la fenêtre. Paris s'étalait sous ses pieds, illuminé de 1000 feux, son empire, sa réussite, tout ce pourquoi il avait tué autrefois. Il ne laisserait pas une gamme ressuscitée détruire l'œuvre de sa vie. Le Scania roulait maintenant sur l'autoroute A6. Direction Lyon, Philippe tenait son épaule blessée, le visage blême mais déterminé. « Il faut aller à l'hôpital », dit Élise en jetant un coup d'œil inquiet à son père. « Non, d'abord la banque. Tant que nous n'avons pas les preuves, nous restons en danger. » Papa, le mot était encore étrange dans sa bouche. Encore. Mais il prenait de plus en plus de sens. Pourquoi Laurent a-t-il fait ça?
Pourquoi détruire votre amitié, votre association? Philippe ferma les yeux, assailli par les souvenirs. L'argent, le pouvoir, Morel Communication valaient une fortune. Laurent était brillant, mais il n'avait pas ma vision, mes contacts. Il était jaloux de mon succès, assez jaloux pour kidnapper un enfant. Apparemment, oui. La voix de Philippe se brisa. Et moi, pendant 26 ans, je l'ai considéré comme mon seul véritable ami. Il m'a consolé quand ta mère est morte. Il m'a encouragé dans mes recherches. Il a même financé certaines enquêtes. Il vous manipulait. Il s'assurait que vous ne trouveriez jamais rien. Le salaud? Philippe serra les poings. Le salaud? Ils arrivèrent à Lyon vers 3 heures du matin. La ville dormait, mais quelques fenêtres restaient éclairées dans les tours de la Part-Dieu. Élise gara le Scania dans un parking souterrain et ils prirent un taxi jusqu'à l'agence Saks-Gambetta de la Banque Populaire. « Elle n'ouvrira qu'à 9 heures, remarqua Philippe. Alors on attend. Ils trouvèrent un café de nuit près de la gare et s'installèrent dans un coin sombre. Philippe commanda un café serré, Élise un chocolat chaud, pour la première fois depuis des heures. Il pouvait souffler. « Racontez-moi, dit doucement Élise. Racontez-moi comment j'étais avant. » Philippe sourit, les yeux embués. Tu étais la lumière de notre vie, curieuse de tout, intrépide, têtue comme une mule. Ta mère disait que tu tenais ça de moi. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir chez moi maintenant? Ton courage, ta détermination, la façon dont tu as protégé Madeleine, dont tu m'as sauvée ce soir. Tu es exactement la femme que j'espérais que tu deviendrais. Élise sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait ce que signifiait avoir un père. « Et si on ne survit pas à cette histoire ?» demanda-t-elle. « On survivra. Je ne t'ai pas retrouvé pour te perdre maintenant. » À 9 heures précises, ils se présentèrent à la banque, le directeur d'agence, un homme chauve d'une 50aine d'années, examina la clé et les papiers d'identité d'Élise avec minutie. « Tout semble en ordre, mademoiselle Roche. Suivez-moi. » Dans la salle des coffres, Élise inséra la clé dans la serrure du compartiment 2547. À l'intérieur, elle trouva une boîte métallique contenant plusieurs cassettes audio étiquetées de dates différentes, des photos et une épaisse liasse de documents. « Madeleine a tout gardé », murmura-t-elle en feuilletant les papiers. Philippe examina les cassettes, les aveux de Henri Roche, les preuves du chantage, et ça, il brandit un document officiel, l'acte de vente falsifié de mes parts dans l'entreprise. Avec ça, on peut envoyer Laurent en prison à vie. Ils sortirent de la banque vers 10 heures. Le soleil brillait sur Lyon. Et pour la première fois depuis des jours, Élise se sentait apaisée. Ils avaient les preuves. Ils allaient pouvoir se venger. C'est alors qu'elle aperçut Laurent Dufort. Il descendait d'une Mercedes noire, accompagné de 2 gardes du corps. Il les avait vus aussi, et s'avançait vers eux avec un sourire froid. « Bonjour Philippe, mademoiselle Morel. » Philippe se raidit. « Laurent, j'imagine que vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» Laurent désigna la boîte que tenait Élise. « Les petits secrets de Madeleine Roche. »« Assez de secrets pour t'envoyer en prison, » répliqua Philippe. « Je ne crois pas, non. » Laurent fit un geste discret. Ces hommes sortirent leurs armes. « Voyez-vous, vous n'irez jamais au commissariat, parce que vous allez avoir un accident tragique, un règlement de compte entre routiers, probablement. Tu es fou. Laurent, nous sommes en pleine ville. » Et alors, un silencieux, quelques témoins intimidés. « Dans 1 heure, votre mort fera les gros titres. Magnate des télécommunications abattu par sa fille kidnappée devenue folle. L'opinion publique adorera cette histoire. » Philippe sentit le désespoir l'envahir. Ils avaient les preuves, mais ils n'auraient jamais l'occasion de les utiliser. C'est alors qu'Élise prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. « Laurent, » cria-t-elle, « si vous voulez nous tuer, au moins ayez le courage de le faire vous-même. Ne vous cachez pas derrière vos hommes de main. » Laurent hésita. C'était exactement ce qu'espérait Élise. Dans cette seconde d'hésitation, elle jeta la boîte de preuves à Philippe et bondit vers Laurent. Le coup de feu claqua. Élise s'effondra, une tache rouge s'épanouissant sur sa poitrine. « Non !» hurla Philippe en se précipitant vers elle. Laurent regardait fixement sa fille agonisante. Dans ses yeux, Philippe ne vit plus le calculateur froid, mais un homme rongé par 26 ans de culpabilité qui venait de commettre l'irréparable. « Mon Dieu !» murmura Laurent. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Philippe serra Élise contre lui.
ses mains pressées contre la blessure qui saignait abondamment. Le sang de sa fille coulait entre ses doigts, chaud et poisonneux, emportant avec lui 26 années de recherche désespérée. « Élise, ma petite fille, reste avec moi. » Elle ouvrit péniblement les yeux, son regard vert si familier se voilant déjà. « Papa ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle. Là, la chanson. Philippe comprit immédiatement, à travers ses larmes. Il se mit à chantonner d'une voix brisée. « Dors mon petit papillon bleu, ferme tes jolis yeux, papa veille sur tes rêves, jusqu'à ce que le jour se lève. » Un sourire paisible éclaira le visage d'Élise. « Je me souviens. Maman me l'a chanté aussi, quand j'avais peur. » Laurent regardait la scène. Pétrifié, l'arme fumait encore dans sa main tremblante. Autour d'eux, la rue s'était vidée à la première détonation. Mais au loin, résonnaient déjà les sirènes des secours. « Philippe ?» La voix de Laurent était méconnaissable. « Je ne voulais pas. » « Vous ne vouliez pas quoi ?» Philippe leva vers lui des yeux fous de douleur et de rage. « Vous ne vouliez pas kidnapper ma fille. Vous ne vouliez pas détruire ma famille. Vous ne vouliez pas bâtir votre fortune sur nos cadavres. » Laurent laissa tomber son pistolet. Ses gardes du corps, désorientés par le revirement de leur patron, hésitèrent sur la conduite à tenir. « 26 ans, murmura Laurent. 26 ans que je porte cette culpabilité. Vous croyez que j'ai dormi une seule nuit tranquille? Vous croyez que j'ai eu une seule journée de bonheur véritable? Alors pourquoi continuer? Pourquoi nous tuer maintenant? Parce que j'avais tout perdu, parce que si la vérité éclatait, il ne me restait plus rien. Mon empire, ma réputation, ma famille, tout était bâti sur ce mensonge. » Les sirènes se rapprochaient. Une ambulance déboucha sur la place. Suivie par 2 voitures de police, Laurent regarda les véhicules d'urgence avec un étrange soulagement. « Sauvez-la !» dit-il à Philippe. « Sauvez votre fille. Moi, j'en ai fini. » Les secours se précipitèrent vers Élise. Philippe fut doucement écarté, tandis que les urgentistes examinaient la blessure. « Tension chutée, pouls faible mais régulier, » annonça l'un d'eux. « La balle a touché l'épaule. Elle a évité les organes vitaux. On peut la sauver. » Philippe sentit ses jambes se dérober. Élise allait vivre. Sa fille allait survivre. 6 mois plus tard, le tribunal de grande instance de Paris bourdonnait d'activité. La salle d'audience numéro 1 était comble. Journalistes, avocats, curieux attirés par l'une des affaires criminelles les plus retentissantes de la décennie, au banc des accusés, Laurent Dufort attendait le verdict, le visage émacié mais serein dans le public. Philippe tenait la main d'Élise. Sa fille avait récupéré l'usage de son bras gauche après 3 mois de rééducation intensive. Une fine cicatrice marquait encore son épaule, juste à côté du tatouage du papillon qui avait révélé son identité. « Monsieur Dufort », déclara le président du tribunal. « Après délibération, la Cour vous reconnaît coupable d'enlèvement suivi de séquestration, de meurtre avec préméditation sur la personne de Henri Roche, de tentative de meurtre sur Élise Morel, de faux en écriture publique et d'extorsion en bande organisée. » Laurent ne broncha pas. Depuis son arrestation, il avait tout avoué avec un luxe de détails qui avait sidéré les enquêteurs. 26 ans de mensonges déversés d'un seul coup, comme une hémorragie longtemps contenue. La Cour vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 30 ans. Un murmure parcourut l'assistance. Laurent se leva, et avant que les gendarmes ne l'emmènent, il se tourna vers Philippe et Élise. « Pardonnez-moi » articula-t-il silencieusement. Philippe ne répondit pas. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. 3 heures plus tard, père et fille se trouvaient dans les bureaux de Morel Communication. Récemment récupérée après la saisie des biens de Laurent, l'entreprise avait considérablement grandi en 26 ans, mais Philippe avait retrouvé son bureau d'origine, celui où il travaillait quand Élise était petite. « Alors ?» demanda-t-il, en montrant les documents étalés sur la table. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Élise parcourait les statuts de la fondation qu'ils étaient en train de créer, la Fondation Papillon Bleu pour la recherche des personnes disparues. Elle sourit. « Maman aurait aimé. » « Les 2 mamans ?» corrigea Philippe. « Catherine et Madeleine, elles auraient été fières de toi. » Ils avaient décidé d'investir la majeure partie de la fortune récupérée dans cette œuvre de charité, retrouver les disparus, aider les familles, financer les recherches,
transformer leur tragédie personnelle en espoir pour d'autres. Et tu es sûr de vouloir garder ton camion ? Demanda Philippe avec un sourire en coin. Certaines, mes routes vont juste avoir un but différent maintenant. Élise avait refusé de s'installer dans le luxueux appartement parisien que lui proposait son père. Elle préférait sa vie nomade, sa liberté de routière, mais désormais, ses itinéraires incluraient des détours stratégiques, visites aux familles endeuillées, distribution de photos de disparus, collecte de témoignages. « J'ai quelque chose pour toi », dit Philippe en sortant un écrin de son bureau. À l'intérieur, reposait une chaîne en or fin, au bout de laquelle pendait un petit papillon aux ailes serties de saphir bleu. « C'était à ta mère, Catherine. Je le gardais pour le jour où je te retrouverai. » Élise prit délicatement le bijou. « Il est magnifique, mais j'ai déjà un papillon. » Elle toucha le pendentif que lui avait légué Madeleine. « Garde les deux, un pour chaque maman, un pour le passé, un pour l'avenir. » Élise passa la nouvelle chaîne autour de son cou. Les deux papillons se balançaient maintenant côte à côte. L'un en or simple, témoin de 26 années d'amour protecteur, l'autre orné de pierres précieuses, symbole d'un héritage retrouvé. 1 an plus tard, le Scania rouge roulait sur l'autoroute A4, direction Metz. Dans la cabine, Élise écoutait d'une oreille distraite les conversations des routiers sur la CB. Sa mission du jour l'avait menée dans l'est de la France, à la rencontre de la famille Schneider dont le fils de 16 ans avait disparu 3 mois plus tôt. « Ici Papillon Bleu », annonça-t-elle dans le micro. « J'ai distribué les photos de Kevin Schneider dans toute la région messine. Si quelqu'un l'a vu, contactez immédiatement sa famille ou la fondation. Reçu, Papillon Bleu, bon travail. » La voix de Michel, son vieux complice routier, grésilla dans les haut-parleurs. « Au fait, on a une info pour toi. Un père désespéré cherche sa fille disparue près de Troyes. Il attend ton passage. » Élise consulta sa carte routière. Un détour de 2 heures, mais elle avait le temps. « J'y vais. Donnez-moi les coordonnées. » Elle modifia son itinéraire et prit la sortie vers Troyes. Ces rencontres étaient devenues le cœur de sa nouvelle vie. Écouter, consoler, donner de l'espoir à ceux qui traversaient ce que son père avait enduré pendant 26 ans. Son téléphone sonna. « Philippe, bonjour ma chérie, tu es où ? » En route vers Troyes, un nouveau cas. Et toi ? Bureau de la Fondation. On a reçu 15 nouveaux dossiers cette semaine. Et une excellente nouvelle. La petite Amélie Dubois a été retrouvée, saine et sauve, grâce à ton travail de terrain. Élise sourit. Amélie, 8 ans, disparue de chez ses grands-parents en Normandie. 3 semaines de recherche, des centaines de photos distribuées, et finalement, un témoignage décisif recueilli dans un restaurant routier de Caen. C'est formidable. Ses parents doivent être fous de joie. Ils veulent te rencontrer pour te remercier. Pas la peine. Leur bonheur me suffit. Philippe marqua une pause. Tu sais, Élise, ta mère et moi, on n'aurait pas pu rêver mieux pour toi. Tu as transformé notre tragédie en quelque chose de beau. C'est grâce à vous deux. C'est grâce à Madeleine aussi. Et à toutes ces familles qui me font confiance. Quand elle raccrocha, Élise porta instinctivement la main à ses 2 pendentifs. Le papillon de Madeleine et celui de Catherine se balançaient doucement, témoins silencieux d'un destin extraordinaire. À la radio, un routier lançait un appel de détresse. Il cherchait sa sœur. Disparue depuis 10 ans, Élise attrapa le micro. « Ici Papillon Bleu, je prends votre affaire. Rendez-vous à l'aire de Troyes dans 1 heure, et gardez espoir, les papillons finissent toujours par retrouver le chemin de la maison, au-dessus de l'autoroute. » Un vrai papillon bleu traversa la route dans un battement d'ailes fragile mais déterminé. Élise le suivit du regard en souriant, quelque part dans le ciel. Elle était sûre que ses 2 mères la regardaient avec fierté. Son papillon bleu était enfin libre,